Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui ont l'habitude des rendez-vous et puis à ceux qui nous rejoignent ce soir pour la première fois. Alors ce soir, on est dans la semaine de la biodiversité. Le 22 mai, c'était la journée internationale de préservation de la biodiversité. Et ici, le CAE de Loire-Atlantique est intégré à l'agence Loire-Atlantique Développement. Donc on est ici dans le bâtiment Loire-Atlantique Développement, qui est une entreprise qui s'est engagée pour la nature en 2022, grâce à ce dispositif Entreprise engagée pour la nature, proposé par l'Office français de la biodiversité. Donc avec un plan d'action pluriannuel et des actions aussi bien dans nos pratiques professionnelles à tous que dans la sensibilisation, la formation. Et donc cette semaine, aux salariés de l'agence est proposée une semaine de la biodiversité avec différents rendez-vous. Et donc je remercie les collègues qui sont là ce soir, qui participent à ce rendez-vous aussi dans le cadre des propositions qu'on leur a fait cette semaine. Alors, jardiner un sol vivant, donc c'est la thématique qu'on vous propose ce soir. Concevoir son jardin avec une terre fertile. Je vais essayer dans un premier temps, synthétiquement, si c'est possible, de donner quelques grandes lignes sur ce qu'est le sol vivant, puisqu'il est important de bien comprendre de quoi on parle pour pouvoir ensuite adapter ses pratiques et adopter des bonnes pratiques avec son propre projet. Et on va le voir, chaque projet, chaque site, chaque sol est différent. Et donc, il y a des réponses adaptées à trouver. Et donc, c'est pourquoi on a invité deux paysagistes qui sont aussi jardiniers, qui ont des pratiques qui leur sont propres et qui vont présenter ce soir, chacun leur tour, leurs pratiques professionnelles à travers des projets qui vont nous décrire. Donc, je passerai la parole, après cette courte introduction, à Benjamin Pénaud de l'agence La Plume et le Sécateur et à Kevin Laplège, qui est jardinier naturaliste et qui nous ont répondu à notre invitation. Donc, merci à eux deux. Alors, une petite introduction sur cette thématique du sol, avec cette proportion qui est 50% de la biomasse du monde terrestre qui se trouve sous nos pieds. C'est une proportion qui est valable pour l'hémisphère nord, mais qui montre bien qu'il y a une grande masse biologique vivante qui se trouve sous nos pieds. Or, ce qui est inconnu, ce qui n'est pas visible, est souvent méconnu, peut-être un peu redouté, craint. En tout cas, on n'y apporte sans doute pas autant d'attention qu'on le devrait, puisqu'on voit que c'est quand même une grande partie de la masse du vivant. La vie organique qui peuple le sous-sol compterait plus de 100 000 espèces, alors qu'on peut comparer ça aux animaux qu'on voit, qu'on connaît, environ 570 espèces d'oiseaux en France, plus de 6500 d'espèces de plantes, 189 espèces de mammifères en surface. Donc on voit qu'à côté de ces plus de 100 000 espèces du sous-sol, on a une richesse, une biodiversité qui mérite sans doute d'être mieux connue. Donc le sol, qu'est-ce que c'est ? C'est la couche superficielle du globe, c'est la partie externe de la planète. Et ce monde souterrain est capable de beaucoup de choses, il nous rend beaucoup de services. Il peut réguler les débits des rivières, apporter de la fertilité, contribuer à nourrir le vivant. Donc on va essayer de s'y intéresser. Mais l'enjeu, c'est aussi que ce sol est fortement dégradé. Depuis l'après-guerre, de plus en plus, un tiers des surfaces arables sont menacées de dégradation. Et donc, il est important de bien connaître ce qui contribue à dégrader le sol, les pollutions, les pressions, nos pratiques d'aménagement, nos pratiques agricoles. Tout cela aggrave la qualité des sols. Et plus le sol est aggravé, plus la qualité du sol est aggravée, moins il va jouer son rôle et plus il va contribuer au dérèglement climatique. Donc on est dans un cercle vicieux qui s'installe en notre défaveur. Alors comment nous, à notre échelle, on peut agir ? Un petit chiffre, en France, les jardins français couvrent 1 million d'hectares. C'est 4 fois plus que les surfaces de réserve naturelles qu'on a aussi en France. Donc c'est un levier aussi d'action qui est en notre capacité de saisir la parcelle de notre jardin, la parcelle sur laquelle on a un pouvoir d'action et de choix, va contribuer à rentrer dans une grande trame
On parle aujourd'hui de trame brune, c'est-à-dire les continuités écologiques du sol. On a beaucoup plus tôt parlé des trames vertes et bleues, de l'eau, du végétal, mais la trame brune, c'est aussi une continuité écologique qui ne connaît pas les frontières de nos parcelles et du foncier, et sur lequel on peut agir chacun individuellement pour un enjeu collectif. Alors, quelques éléments pour comprendre ce qu'est un sol fertile. J'ai voulu juste donner les 4 grandes fractions qui composent le sol pour essayer de comprendre et ensuite être capable d'analyser le sol qu'on va pouvoir travailler dans notre jardin. Donc une partie, la première partie, la plus grande, 45% environ, c'est la fraction minérale. Donc c'est la part qui est issue de la dégradation de la roche-mère. La roche-mère, donc c'est le sous-sol qui subit l'érosion avec l'eau, le vent, et petit à petit va se fragmenter et contribuer à alimenter la couche supérieure du sol. Et c'est par cette roche-mère, donc par la nature de la roche-mère, les caractéristiques, que le sol va avoir une texture plus ou moins sableuse, limoneuse ou argileuse, que cela va donner le degré d'acidité et la structure qui permet l'aération, la circulation de l'air et de l'eau. À côté de cette fraction minérale, on a la fraction organique, donc la part organique, la matière organique qui va en surface se décomposer. Seulement 5%, mais c'est par là que va arriver le vivant. Donc il est propice au vivant, source d'énergie, c'est ce qui va former l'humus et qui va permettre au sol de résister à la dégradation, de se stabiliser. On le verra comment. À côté de ces 2 grandes parts qui forment quand même la moitié de la composition de notre sol, on a une part importante qui est la fraction gazeuse. Donc c'est l'atmosphère du sol. On parle de sol vivant. Et bien pour que le sol soit vivant, il doit respirer. Sans oxygène, les plantes ne pourront pas s'enraciner. Et c'est ce qui fait qu'une des majeures dégradations, une des plus importantes dégradations que peuvent connaître nos sols, ce sont les compactages et les tassements qui vont empêcher au sol d'avoir ces propriétés qui lui permettent d'être vivant. Avec cette fraction gazeuse, la fraction liquide, l'eau, qui est un constituant essentiel nécessaire à la vie, de la même façon que l'air, que l'atmosphère, et il va avoir un rôle pour transporter tous les nutriments, tous les minéraux que le sol va pouvoir fournir pour la vie, et il va aussi être indispensable à la vie du sol, c'est-à-dire toutes les espèces de faune qu'on trouve dans le sol et qui vont travailler pour nous à la fonctionnalité du sol. Alors là, on voit les 4 grandes parts, on voit des proportions. On pourrait dire, est-ce que c'est des proportions idéales ? Ce qui est important peut-être de retenir, que le sol n'a pas forcément de proportion idéale. Par contre, il a un usage idéal pour sa constitution. Donc peut-être que ces proportions vont varier suivant les types de sols, suivant leur histoire. Et c'est ça qu'il va falloir apprendre à comprendre, à connaître, puisque en fonction de ces propriétés, on va pouvoir adapter des usages, des destinations, des plantations, adaptées au type de sol. Et puis, on va aussi pouvoir agir dessus s'il y a besoin, s'il y a des dégradations, connaître les actions à mener pour revenir vers des proportions qui nous paraîtront plus idéales si on le souhaite. Alors dans ce sol, on a vu la composition un peu, mais il se passe beaucoup de choses. C'est extraordinaire tout ce qui se passe dans le sol. Et il se passe des actions chimiques qui vont activer ce sol. C'est ce qu'on appelle principalement le complexe argilo-humique. On a vu qu'il y avait la part minérale, la part organique, mais ces 2 parts, elles sont chargées négativement. Alors je ne suis pas ingénieure du sol, mais j'ai juste essayé de dire ça simplement. Ces 2 parts sont chargées négativement et pour s'allier, pour créer une alliance propice au vivant, elles vont devoir être liées par des cations qui sont chargés positivement. C'est ce qui est représenté ici avec les particules de calcium, de fer et de magnésium qui sont nécessaires au complexe argilo-humique et justement à cette alliance de l'argile et de la matière organique. Et cette alliance va permettre un équilibre du sol, un bon équilibre et cette protection mutuelle qui va être créée. L'argile va freiner la décomposition des matières organiques pour les retenir et éviter le lessivage des argiles en profondeur grâce aux matières organiques. J'espère que c'est clair, c'est assez rapidement dit, mais
tout ce contexte va être propice au développement de la vie du sol qui est multiple, on l'a vu, une multitude d'espèces qui vont chacune avoir leur rôle à jouer. Il y a les architectes du sol qui vont structurer le sol, il y a ceux qui vont recycler le sol, recycler la matière organique pour l'injecter dans le sol et libérer des nutriments, des minéraux. Il y a aussi ceux qui vont réguler les autres espèces du sol et vont jouer un rôle important pour équilibrer cette faune du sol. Et cette faune, elle va de la plus petite bactérie jusqu'en passant par voilà, le mycélium, les acariens, les colamboles, les fourmis, les araignées, les vers, et puis on va aller jusqu'à même la mégafaune, les taupes, tous les animaux qui ont une partie de leur cycle de vie qui se fait dans le sol. Tout ce fonctionnement va arriver avec un équilibre du sol qui va servir le végétal, qui va servir la vie. Et on peut comprendre aussi, ce qui est important à comprendre, c'est que le végétal va puiser ses ressources. Alors il puise en partie, là c'est un jeune pin, on voit avec la partie aérienne qui va puiser dans l'air et dans la couche extérieure des nutriments, la photosynthèse, etc. par l'extérieur. Mais sous le sol, il va puiser aussi tout ce dont il a besoin par les racines, et on voit qu'ils vont se démultiplier plus le sol va être fonctionnel pour lui, mais ils vont aussi interagir avec le sol, c'est-à-dire que la plante va aussi rendre des services au sol, qui va activer tout ce qui est mycorhize, tout ce qui est échange de minéraux, et donc le sol, la plante, que ce soit dans son cycle de vie vivant, puis dans son cycle où elle va mourir et elle va laisser des racines dans le sol, va alimenter ce cercle vertueux et ce cycle de vie qui se prolonge. Alors, c'est vraiment les grandes lignes, mais je pensais que c'était important. Je vous encourage, on a préparé avec Marion, qui est au centre de documentation, une bibliographie pour aller plus loin, si vous avez envie, parce que voilà, toute cette connaissance, elle encourage à bien comprendre ce qui se passe dans son jardin et à trouver les clés. Donc, c'est très important. Donc, c'est différent dans les ouvrages. Je vous ai apporté aussi, alors celui-là, il n'est pas au centre de doc, je l'ai piqué dans la bibliothèque de mes enfants. Il est fait par une illustratrice qui est en Loire-Atlantique, Emmanuelle Housset, et c'est vraiment important de communiquer, de sensibiliser les plus jeunes sur la vie du sous-sol. Voilà, dès le plus jeune âge, les enfants sont très réceptifs à l'observation et à aller voir ce qui se passe. Donc, la sensibilisation de ce milieu méconnu, elle est vraiment très importante. Une autre source possible aussi, partagée par nos collègues de Loire-Atlantique Développement, avec 2 podcasts. La vie partout, qui est un podcast assez récent, il y a quelques épisodes, mais l'épisode 1 s'appelle « D'où vient le sol ?» et le 3 « À quoi servent vraiment les vers de terre ?» Donc, si vous voulez aller plus loin dans ce qu'on a posé ici comme introduction, donc La vie partout, et puis c'est aussi une ressource sur Instagram. Et puis Baleine sous gravillon, qui est un autre podcast sur le vivant, dont la devise est « On protège mieux ce qu'on connaît mieux ». Donc, peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà, mais voilà, des ressources pour prolonger la réflexion. Alors, une bonne dynamique de sol vivant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette dynamique? C'est parce qu'elle bénéficie au jardin et donc aux jardiniers. Donc, avant de passer la parole aux intervenants, quelques clés. La première, connaître son sol et observer son jardin. La première chose qu'on peut conseiller, c'est de faire des recherches sur le site qu'on occupe. Quels sont les usages précédents? Si on a des indications sur le sol, c'est bien, mais les usages qui ont eu lieu avant, en ville, il peut y avoir eu d'autres activités précédemment qui auront transformé le sol. Est-ce qu'il a été en friche? Est-ce qu'il y a eu une activité qui a entraîné une pollution en milieu plus rural? Est-ce qu'un sol a été labouré? Quelles cultures ont été menées sur ce sol? Toutes ces indications vont nous donner des clés pour comprendre la dynamique actuelle de notre sol. Les observations, c'est aussi des petits tests qu'on peut faire dans son jardin. Le test du boudin, c'est pas très joli, mais voilà, prendre la terre, la malaxer et voir comment elle réagit. C'est un test qui peut être mené pour savoir si le sol est plutôt sableux, il va être s'effriter très vite, ou plutôt argileux. Là, on va avoir un boudin plus fin qui va bien se former.
Tous ces tests, ils sont précisés dans les livres que je vous ai recommandés, donc n'hésitez pas à les chercher. Mais vraiment l'observation des profils, juste en creusant un tout petit peu, l'observation de la faune, l'observation de la flore. Il y a des plantes qu'on dit bio-indicatrices, donc leur présence va nous indiquer la nature du sol, s'il a été tassé, compacté. Il y a aussi des livres très bien faits et sur des ressources sur Internet pour trouver ça. On peut aussi faire appel à des professionnels pour faire une analyse de sol, parce qu'une analyse de sol, c'est bien, mais il faut pouvoir l'exploiter, l'analyser. À des paysagistes, on le verra avec nos intervenants, comment ils travaillent sur cette phase diagnostique. Sur la question de l'observation de la faune, je vous propose ce petit site, ce site internet qui s'appelle Qualité biologique des sols. C'est une proposition de science participative. Donc vous allez avoir des indications pour observer la faune de votre sous-sol, de votre sol. Ça va vous permettre de participer à un programme d'analyse pour comprendre les différentes orienter alimenter en données un état des lieux de la faune en France. Et puis en même temps, ça vous donnera, vous, des indications sur la qualité de la faune et la diversité de la faune dans votre sol. S'inspirer du modèle durable de la nature. On l'a vu, le sol a un fonctionnement. Si on n'est pas là, il fonctionne très bien tout seul. Donc, essayer de se rapprocher et de bien comprendre. Voilà, un sol qui est toujours couvert, comme en forêt, avec une litière qui va se reformer naturellement. D'ailleurs, une feuille de chêne qui se dégrade, c'est une dégradation sur 1 an à peu près, alors qu'une épine de résineux, c'est sur 10 ans. Donc, on voit aussi que selon la nature des végétaux, on va alimenter plus ou moins le sol en matière organique, plus ou moins rapidement. Donc c'est aussi un indicateur à la fois du sol qu'on a en place. Une forêt de feuillus va être beaucoup plus résiliente, beaucoup plus dynamique. Et aussi peut-être, ça peut nous aider à orienter des choix sur notre jardin. Préserver le sol en place, éviter de le retourner dans tous les sens. On l'a vu, chaque faune a sa place dans chaque horizon du sol. Donc, s'inspirer de cette organisation qui existe et qui fonctionne très bien. Quand on a un sol très compacté, très pauvre, très caillouteux, voilà, il y a différentes pratiques qui peuvent permettre de réactiver, restructurer un sol, parce que si on attend que le sol le fasse tout seul, voilà, on est sur une ressource, le sol qui est une ressource non renouvelable à l'échelle de l'homme. Le sol va se renouveler naturellement, spontanément, d'1 centimètre par siècle. Alors, c'est un peu long pour nous. Donc, on peut activer les choses ponctuellement. Mais là encore, il y a plein de techniques qui existent. Il y a plein de débats sur les bonnes techniques, les mauvaises techniques. Encore une fois, il faut trouver la bonne technique pour son jardin et c'est pour ça qu'il faut expérimenter, rechercher. Ici, c'est la technique de la lasagne que j'ai expérimentée il n'y a pas très longtemps avec un formateur, avec une succession de couches azotées, de couches vertes et de couches carbonées, de type feuilles mortes, foin. Et c'est l'alternance de ces couches qui va être propice à la vie. Il y a aussi un ajout d'argile, comme on l'a vu. S'il n'y a que de la matière organique, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Donc un peu d'argile bentonite pour activer et pour créer ce complexe argilo-humique. Voilà, c'est une technique. Il faut encore une fois trouver la bonne, mais elle s'inspire, voilà, de ces successions de matières qu'on peut trouver dans la nature. Et puis, dernière chose, laisser faire le génie du sol. C'est pour ça que c'est important de bien connaître ce génie du sol. Par exemple, le sol, c'est lui qui va donner les ressources nécessaires à la plante. Donc, peut-être inverser un peu ces mauvaises habitudes qu'on a eues de s'orienter sur les besoins de la plante, mais plutôt s'orienter sur les besoins du sol qui ensuite va remplir sa fonction. Donc ça, c'est une piste intéressante. Le sol bien vivant va savoir faire ce qu'il faut, donc lui faire confiance. Et c'est pour ça que quand on va aménager son jardin, on va essayer de s'intéresser vraiment à la qualité de son sol. C'est ce qui peut orienter nos choix. Par exemple, le lieu du jardin où le sol est le plus vivant, le plus dynamique, le plus fertile, c'est peut-être pas là où on va aller passer, évidemment, stationner nos voitures ou créer une terrasse. Par contre, là où un sol a été
déjà tassé, peut-être on ne va pas s'épuiser à essayer de refaire quelque chose, on va pouvoir avoir une partie plus minérale. Mais voilà, l'idée, c'est peut-être de partir d'abord du sol, moins de nos besoins, mais de combiner les deux pour arriver à trouver une proposition qui nous convienne. Donc s'adapter, faire des choix. Alors, pour s'adapter, faire des choix, voilà, on a 2 intervenants qui vont nous présenter la façon dont ils répondent aux commandes de leurs clients et la façon dont eux comprennent le sol et l'utilisent dans leur projet et dans leur gestion. C'est 2 paysagistes jardiniers donc, qui ont des pratiques de jardinage et surtout d'entretien de gestion sur le long terme. Donc, c'est ça aussi qu'on trouvait intéressant. Donc, je te passe la parole, Kevin. Bonjour. Je vais prendre ça. Merci. Bonjour, je m'appelle Kevin Laplège. Je suis jardinier avant tout, naturaliste. J'ai commencé à travailler J'ai commencé à me former en 2014 après avoir passé 10 ans à travailler dans le théâtre à Nantes. Entre autres. Je suis parti de Nantes pour travailler chez des maraîchers, chez des jardiniers qui avaient des grands jardins, pour des communes à faire l'entretien sur le bord des chemins, à apprendre à me servir d'une débroussailleuse. Puis j'ai fait une formation dans le Limousin, à Limoges, une licence pro en aménagement paysager. J'avais Gilles Clément ou Hervé Covès en intervenant. Et j'ai appris à jardiner chez une dame qui s'appelle Thérèse Leménian, qui avait un jardin semi-sauvage de 14 hectares, où elle m'a passé un peu la notion, donc elle appelait ça un jardin semi-sauvage, pour dire qu'il n'y a pas de jardin sauvage, il n'y a pas de jardin naturel, il y a toujours dans un jardin une implication humaine, qu'il faut en être conscient et que ça impose une position d'humilité, d'observation par rapport au terrain sur lequel on s'implante, dans lequel on arrive. Et j'ai gardé, moi, tout au long du coup de ma reconversion et après la création de mon entreprise en 2018, cette notion-là d'arriver, où est-ce que j'arrive, où est-ce que je suis, le jardin dans lequel je vais créer, dessiner, dans quoi est-ce qu'il s'implante, et comment passer, surtout, c'est ce qui m'intéresse dans mon métier, comment passer cette notion-là aux clients quand je travaille pour des particuliers, c'est cette notion d'observation et d'accompagnement en fait d'un mouvement naturel sur le long cours, quoi. Après cette formation là que j'ai faite, je me suis formé aussi à Terre et Humanisme en Ardèche, où j'ai un peu appris ce que c'était que l'agroécologie, comment améliorer en fait les qualités d'un sol sans le déstructurer. Qu'est-ce qu'un sol vivant, qu'est-ce que ça implique comme intervention et parfois comme non-intervention en fait humaine. Voilà, c'est avec toutes ces notions-là que j'avance. Donc voilà un peu le modèle contre lequel je me bats, parce que je suis aussi... c'est pas moi qui l'ai fait. Je suis arrivé, je me suis implanté en presqu'île guérandaise, du coup sur un territoire, surtout après le confinement, un territoire qui a été très prisé, qui n'est pas la ville, où quelque part en fait les gens en ville connaissent plus directement en fait les problèmes de réchauffement, de besoin de verdure. Enfin voilà, il y a un besoin de verdissement, d'amélioration de la qualité de vie. Dans les zones périurbaines ou de lotissement ou de campagne qui s'étendent, il n'y a pas forcément toujours cette conscience en fait de prendre soin d'un territoire qui à la base est champêtre, bucolique, etc. Mais où en fait la ville avance toujours plus, où les représentations de personnes qui arrivent de la ville empiètent en fait sur un fonctionnement plus ou bocager, agricole ou enfin de gestion d'espaces naturels. Donc je me bats avant, enfin je me bats. J'essaye de discuter, je me bats pas. Contre, non pas contre. J'essaye de voir comment je peux
accompagner des besoins humains de maîtrise, de propreté, de peur de l'envahissement par le végétal ou par le vivant, et voilà, et une nature en fait qui irait dans un mouvement plus vertueux, quoi. Ça aussi, du coup, bon, après, j'irai directement à des jardins que j'ai suivis. Du coup, cette envie en fait de nature, de campagne, cet exode un peu vers les campagnes, est accompagné en fait de grands plans de promoteurs qui vendent des images d'une vie où on aurait un jardin. Bon, là, c'est à l'extrême, vraiment, de cette image en fait d'un jardin complètement figé, au contraire de toute vie du sol. On pourrait être à Beverly Hills. C'est une pub pour un jardin, enfin pour une maison, une construction de maison dans le Morbihan. On n'y est pas vraiment. Et voilà, j'essaye aussi, parce que je peux faire aussi de l'accompagnement ou de la sensibilisation pour des élus, pour des agents des espaces verts, pour le public, quoi. Du coup, d'expliquer en quoi c'est important en fait l'intégration paysagère, la connaissance du sol, où est-ce qu'on est, quelles sont ses manifestations, en quoi c'est important en fait de les connaître pour aussi pouvoir entre guillemets vendre une installation ou proposer en fait une installation à des nouveaux habitants qui ne cassent pas en fait le caractère, l'identité en fait d'un territoire. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que Anne l'a très bien fait. Juste ce que j'explique d'entrée de jeu aux clients que je peux avoir, c'est voilà, comment est fait un sol quand il va bien, un sol quand il est vivant, quand il est respecté. Et que en général, quand j'arrive sur sur des constructions récentes, ce qui s'est passé, c'est qu'on a retourné, enfin labouré en fait on a complètement mélangé toutes les couches de sol. On va créer du lessivage et à grande échelle, donc enfin voilà, on est là sur un sol qui est mort, qui est minéral sur le dessus. À grande échelle, voilà ce que ça donne dès qu'il y a en fait une pluie trop violente. À la télé, on nous montre les conséquences, on ne nous explique pas les causes de ces résultats-là. C'est vraiment la première chose que je fais quand j'arrive sur un projet, d'expliquer. Donc Anne parlait tout à l'heure des plantes bio-indicatrices. Un sol va s'exprimer par le végétal. Si on a de l'oseille, si on a du pissenlit, c'est qu'il y a une raison une raison à ça, quelque part. Un pissenlit va avoir, par exemple, une racine pivot qui va aller très profondément, qui est très costaud, qui va décompacter un sol. Il a son rôle à jouer, le pissenlit, lui laisser son cycle pour permettre en fait à l'humus, en fait, à la couche végétale, la possibilité de se recréer et à la vie en fait de revenir sur un terrain, quoi. Bon, je passe parce que j'avais 10 fois trop de photos. Donc voilà, je vous montre cette photo. C'est le jardin dans lequel j'ai appris à jardiner, le jardin de Valmaubrune, donc dans la Creuse. Ça n'est que des espèces indigènes, endémiques. On est dans un jardin, c'est une vallée humide, deux collines sur le dessus. On est sur un sol donc on est, si je dis pas de bêtises, sur la chaîne hercynienne, la même que nous en fait en armorique, quoi. Donc on a des sols qui se ressemblent en fait. Et c'est là-bas, c'est un peu mon but en tant moi que jardinier, que paysagiste, de réussir à sculpter parfaitement ce que la nature, quand elle va bien, peut nous donner, et d'accompagner au maximum en fait le mouvement naturel d'un sol. Là, on a des persicaires, des salicaires, des eupatoires, des fougères, des carex, des saules, des aulnes. Déjà,
apprendre pour moi ce qu'était un milieu, dans quel milieu je jardinais, où est-ce que je posais les pieds, réussir à sculpter, à faire confiance à mon regard, voir la lumière, comment elle allait se jeter dessus, avant même de me demander de façon un peu orgueilleuse qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre, qu'est-ce que j'ai vu comme belle image sur Pinterest, sur Instagram, comment est-ce que je me projette un peu violemment sur un terrain. Voilà, je préfère me dire, bon, je prends ce temps de recul. Idéalement, si la nature suit son cycle, son mouvement, qu'est-ce qu'elle peut m'offrir et est-ce que c'est déjà pas suffisant? Par mon histoire personnelle, j'ai enfant beaucoup bougé dans beaucoup d'endroits. Et à chaque fois, ça m'est venu après cette réflexion, mais c'est de voir la nature en fait à tel ou tel endroit qui m'indiquait où j'étais. Et souvent, quand on a l'habitude d'un endroit, quand ça fait longtemps qu'on y est, on se rend plus compte de la beauté qu'elle a à nous offrir. Et notre œil, en fait, se lasse naturellement. On est humain, on a toujours besoin de nouveautés. Mais du coup, je trouve ça quand même important, intéressant, de se demander comment on peut magnifier une nature qui se présente à nous naturellement et comment en fait on peut témoigner de la beauté, de l'imagination, voilà, insuffler ce genre de choses dans un jardin. Bon, je passe, voilà, c'est voilà, comment un sol, quand il est bien traité, quand il est pas retourné, quand il va au bout de son expression, en fait, comment on peut travailler les lignes, les couleurs, les profondeurs de champ, etc. Je passe. J'ai mis vraiment beaucoup de photos, ça va pas. Juste vous montrer ça, c'est dans mon potager. C'était dans mon potager quand j'habitais en Brière, donc à Herbignac. J'ai du coup voulu travailler mon potager selon les principes de l'agroécologie, c'est-à-dire par des successions en fait d'apports carbonés, azotés, travail avec les engrais verts. C'est clair pour tout le monde ça ou pas non, pas forcément. Un sol, en tout cas un potager, a besoin de carbone, donc les matières sèches qui vont un peu donner la texture au sol. Là, si on est sur un sol très argileux, on va avoir besoin de recréer comme du terreau en fait sur le dessus pour l'alléger, pour lui donner une consistance dans le cadre d'un potager, mais ça peut être de certaines fleurs, de certaines vivaces, apporter une porosité plus importante, que l'eau passe mieux, que les racines en fait des végétaux aillent plus profondément, plus rapidement. Et puis donc d'azote pour en fait nourrir du coup les bactéries du sol, pour amener de la vie dans le sol et faire en sorte que toutes ces petites bêtes en fait viennent manger le carbone aussi, le transformer, enfin voilà, faire du terreau quoi en gros. Je vous montre juste ça parce que en fait là on n'a que des plantes qui sont venues naturellement en fait à force de laisser certains endroits à leur vie. Et déjà en fait moi ça m'a permis en fait de dessiner mon jardin, de créer des motifs, des formes, etc. Là on a du fenouil, de l'onagre, on a des menthes qui sont arrivées. Déjà ça, en fait, je trouvais ça inspirant, je trouvais ça beaucoup. Travailler un sol vivant, pour moi, c'est connaître en fait son mouvement. Et il y a une notion que j'aime bien, c'est la notion de succession écologique. Un sol, quand il est, on peut prendre, on pourrait prendre du bitume, on pourrait prendre en fait un endroit dans la rue en fait qu'on laisse comme ça, enfin voilà, qu'on laisse se débrouiller avec en fait la matière organique, avec un sol en fait qui va gonfler, donc toujours selon les mêmes schémas, les mêmes images que Can a montré tout à l'heure et puis celui que je vous ai montré tout à l'heure. Quand on part en fait d'un sol qui est
très peu profond, où il y a pratiquement que la roche, et qu'on va vers une augmentation en fait de sa profondeur. On part de la prairie, on va vers un milieu qui serait plus dominé par la prairie où il y a les annuels, les bisannuels, les graminées. Ensuite, on va vers les vivaces, vers les arbrisseaux, les plantes pionnières. Ensuite, on va sur la lande ou sur les arbustes. Et ensuite, on va sur la forêt avec toujours dans cette évolution des arbres avec des bois plus ou moins durs. Connaître ça permet, parce que c'est un gros volet de mon travail, d'accompagner en fait un jardin dans la bonne direction, selon ce qu'on souhaite, selon ce qu'on veut. De savoir que si on veut laisser un endroit en prairie, mais qu'on veut que la biodiversité augmente, on va peut-être rester à cet endroit-là, à un moment donné faucher, enlever la matière pour ne pas créer trop de sol, pour rester sur une prairie, que si on laisse la prairie vivre, on sait qu'on va partir vers la forêt, quoi. On peut se servir de ça aussi pour créer de la matière. Quelle matière on veut. Je sais que je travaille beaucoup avec, moi, pour créer de la vie dans un sol, je me sers beaucoup de la famille des Fabacées. Donc c'est tout ce qui va être dans la famille des Fabacées. Il y a par exemple les haricots, les petits pois, mais il y a aussi les ajoncs, les genêts, il y a les robiniers. C'est une famille en fait qui capte l'azote de l'air, même si elle a un sol qui est assez pauvre, et la restitue au sol. Donc on peut créer de la richesse et de la vie assez rapidement en se servant de cette famille de végétaux. Et je sais que dans les jardins que je suis, je vais souvent me servir en fait des genêts, par exemple, que je vais broyer pour en faire de la matière en fait très vite compostable, dégradable, riche et qui va servir en paillage en fait à nourrir les nouvelles plantations. Voilà. Donc connaître ces mouvements-là en fait permet de mieux gérer un sol. Un sol vivant, ouais. J'aime beaucoup cette image parce que on pense jamais à l'hiver dans un jardin et dans la conception d'un jardin. Donc dans le sol, il y a aussi tout ce qui est protégé sur la surface du dessus pendant l'hiver. En fait, apprendre à sculpter le sec, ce qui peut paraître triste, apprendre à donner une couleur, une identité à chaque saison. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Dans les fleurs et les herbes sèches en hiver, il y a les papillons de l'année suivante, il y a les araignées, il y a les coccinelles, il y a tout un tas d'êtres vivants en fait qui se protègent. Donc voilà, c'est aussi un élément esthétique pour moi si on apprend à le dessiner, à le sauvegarder, et voilà, c'est une petite réflexion. Ça fait comme des cathédrales aussi l'hiver quand il y a le givre dedans et qu'il y a une toile d'araignée qui est entre deux grandes herbes. Voilà, il y a des choses très jolies. Bon, ça c'est des... Ouais. On ne tient jamais ce qu'on dit. Enfin bref. Alors, premier, donc c'est un cas de figure que je vais vous présenter. C'est un jardin à la Turballe. C'est un couple qui s'est installé dans la maison de la maman. On va être... C'est ici. C'est ce jardin-là. Donc on a un jardin tout en longueur. La problématique de ce jardin, les gens m'ont appelé parce que tous leurs chênes, ils avaient des chênes très anciens, ici 1, 2, 3,
présentait des énormes taches noires en fait, sur les troncs qui remontaient. Et il y avait comme de la mousse blanche qui se créait. On aurait dit un peu, vous savez, le granité, l'espèce de glace pilée. Là, il y a beaucoup ça en Espagne. Voilà, c'était envahi aux pieds. Je vais vous montrer les photos. Voilà, ça se présentait comme ça, au pied des arbres. Donc une réaction très forte et puis des troncs qui noircissent. Donc je pose beaucoup de questions sur justement la nature du sol. Est-ce que le sol a connu des bouleversements et effectivement, donc on est sur un sol très argileux et hydromorphe ou hygromorphe. Hydromorphe. Donc c'est-à-dire en fait qui va vraiment les sols argileux en fait, se gorger d'eau très très fort l'hiver et l'été s'assécher comme du ciment puisque on est sur de la glace quoi. Donc des grosses transformations de sol selon les saisons. Et au niveau des bouleversements, ce qui s'était passé, c'est que ici il y avait en fait une chênaie, donc il y avait une forêt petit bois en fait de chênes, donc qui répondait en fait aux quelques chênes qui étaient ici. Donc il y avait une communication, il y avait une richesse, il y avait des minéraux, il y avait un sol qui était structuré, et puis tout d'un coup plus rien. Donc ces chênes-là se retrouvent les seuls du coin. Et forcément, toute la biodiversité qui était ou dans le sol ou dans les arbres ont essayé de migrer là. Donc c'est aussi les champignons, aussi les insectes. Donc il y a eu tout d'un coup en fait une espèce de concentration en fait de vie au pied de ces arbres, plus le fait fragilisation de la construction ici d'un bâtiment. Donc, engin à piétiner, à rouler sur le sol, à tasser le sol, l'eau qui ne passe plus convenablement, les échanges qui se font plus au niveau des champignons. Du coup, résultat, des arbres qui tombent malades et qui n'arrivent plus à se défendre, quoi. Bon, c'est très barbare à voir comme ça, mais du coup, la réponse a été de mener un plan d'action quand je travaille donc je travaille avec mes clients, c'est-à-dire que c'est jamais plus détaillé que ça. Je traduis en fait mes conceptions par des actions à faire avec les clients. Je mêle toujours les clients en fait dans la gestion, la création des jardins. Je ne vais jamais en fait proposer un plan ou une conception par ordinateur, la créer et partir. J'accompagne vraiment les gens pour savoir jusqu'où ils peuvent aller en fait dans la gestion de leur terrain et je veux surtout pas en fait les laisser complètement après en fait dans l'inconnu et puis dans le vide en fait avec la gestion de leur terrain. Donc le but là, ça a été de recréer de la vie dans le sol et de permettre en fait les échanges mycorhiziens, des champignons, des bactéries, des acariens, de se faire au maximum, et aussi par la création en fait de ce lotissement, ce qui se passait, comme il y avait une légère déclivité, c'est qu'en fait toute l'eau de pluie l'hiver en fait arrivait ici, donc il se retrouvait inondé en fait tous les hivers. Donc le but c'était de peupler de racines au maximum en fait une zone du terrain, et puis en fait d'amener en fait des réservoirs de matière à transformer pour créer du compost, pour créer du paillage, pour créer de l'azote, donc ramener de la vie au maximum en fait au pied des arbres, faire des mélanges en fait qui soient bénéfiques à la vie des nouveaux plants et des plants déjà existants, pour qu'ils se renforcent et qu'ils essayent de guérir. Un arbre, quand il est impacté, quand on voit qu'il a ses premiers signes en fait de faiblesse, c'est que l'impact le danger, en fait, le choc, le traumatisme a eu lieu il y a entre 2, 3, 4, 5 ans. En fait. Avant qu'un arbre en fait, manifeste du coup, des signes de faiblesse, il faut un certain temps. Donc on peut comme ça remonter un peu
la source du problème. Donc le but, ouais, ça a été de créer une zone d'ortie. Donc on a mis des orties, on a fait en sorte voilà, d'avoir ce réservoir en fait. Mettre de l'ortie ou créer du paillage ou des purins ou avec des orties, ça dynamise immédiatement un sol, ça permet aux végétaux de se défendre, etc. Ici, on a créé comme un bosquet en fait avec des espèces endémiques adaptées au coin. Donc, il suffisait d'aller regarder autour quelles étaient les plantes qui se démerdaient bien. Donc, il y avait le saule à oreillette. On a mis aussi du chêne vert pour essayer aussi d'avoir des réseaux racinaires différents. C'est important dans ces cas-là d'avoir des racines qui plongent, des racines qui prennent un peu tout l'espace et des racines qui restent en surface et d'essayer en fait de peupler différemment le sol pour le décompacter, pour l'aérer, pour qu'il restitue les nutriments au mieux. Et donc au pied en fait des arbres qui allaient mal, mettre le maximum en fait d'espèces différentes entre eux, vivaces. On a mis des bulbes, on a mis des fougères, on a recréé on a mis du paillage. On a essayé de recréer un sol de forêt en fait finalement au lieu de laisser des arbres parce qu'en fait il y avait ça aussi, c'est que les clients enlevaient à chaque automne les feuilles mortes en fait du pied des arbres. Donc l'arbre se retrouvant juste sur une pelouse n'avait plus rien à becter. Il y avait pas de vie, il y avait pas de vie dans le sol, et du coup, voilà, il se retrouvait aussi à nu et puis complètement fragilisé pendant l'été et puis tout le temps, quoi. Donc concrètement, voilà, donc c'est pendant les chantiers, j'ai pas de après, le choix en fait des espèces, il se fait aussi avec les clients. Je propose une palette végétale de plants qui sont adaptés. Je les guide dans la création. Je ne décide pas. Après, j'oriente quand même, enfin voilà, sur le nombre, sur la répétition, sur le rythme, des choses comme ça. Mais je leur laisse la main en fait pour fabriquer un peu le regard. Là, c'est qu'est-ce que j'ai? Ouais, je vais commencer par là peut-être. Là, c'est le fond du jardin. Donc où on a le fameux lotissement là derrière. Donc c'était vraiment de créer une barrière en fait végétale. Donc j'ai rajouté aussi du miscanthus beaucoup. Donc là une espèce qui n'est pas indigène, mais qui permet quand elle est broyée en fait d'avoir un rapport équilibré entre carbone et azote. Ça permet de faire un paillage qui est équilibré, qui va bien structurer le sol et à la fois se décomposer assez rapidement. Enfin voilà, on est sur un bon rapport. Du saule, parce que le saule, on peut le couper, on peut le tailler. Il va se régénérer très facilement et c'est un bois qui va être plutôt blanc, chargé, qui va permettre aussi une dégradation assez rapide. Et donc, c'était bien d'avoir cette ressource-là à disposition. Quand on a créé le jardin, il y a eu un apport là, de l'extérieur. J'ai l'habitude de travailler avec des élagueurs ou des arboristes en fait, qui peuvent me fournir du broyat, donc du BRF, bois raméal fragmenté. C'est important quand on fait un paillage d'apporter du bois qui soit du bois de rameaux vivants, verts. Il faut jamais... Ouais, quand on met du bois sec, du bois mort, on va avoir trop de carbone. Donc on va créer des blocages de croissance en fait sur les végétaux. Donc c'est important, même s'il peut y avoir de la feuille, mais que le bois, que la branche en fait soit vivante. C'est important. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait quand on a créé le jardin. On a en parallèle mis en place un composteur, du compost, parce que du coup, il y avait quand même pas mal de matière à disposition dans ce jardin. Je leur ai montré comment créer leur compost, un compost qu'on va lancer au mois d'octobre et un compost donc qui sera prêt pour le printemps suivant, et un compost qu'on va lancer
au début du printemps pour l'automne, de manière en fait à pouvoir quand même sur le démarrage en fait après les plantations, pouvoir garantir qu'il n'y ait pas de blocage justement de nutriments et que les végétaux se débrouillent bien. Pardon. C'était aussi un peu le cas parce qu'ils avaient un potager, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un potager sur un sol très très argileux qu'il faut normalement travailler énormément. C'est important de pouvoir fournir de la matière. Donc quand on est aussi dans l'optique de ne pas retourner un sol, de ne pas labourer pour créer de la terre fertile, voilà, c'est important de pouvoir garantir qu'on va fournir de la matière. Aussi, il y avait dans ce jardin de nouveaux espaces à aménager, parce qu'ils en ont profité pour repenser tout le jardin qui était le jardin de la maman. Donc avant de créer de planter des nouveaux arbres, on a procédé d'abord à un faux semis. Donc on a laissé ce qui s'appelle la banque de graines. C'est ce qu'il y a naturellement sur un sol. Le sol, il est toujours chargé de graines qui, quand les conditions sont réunies, vont germer. Donc si un sol un jour est asséché, pauvre, voilà, ça va peut-être être des coquelicots qui vont sortir. Si il finit par s'enrichir, on va avoir d'autres espèces qui vont germer. Les graines étaient là et elles vont apparaître. Donc on a d'abord fait un faux semis sur ce sol que j'ai ensuite fauché. Enfin, j'ai laissé les plantes s'exprimer, sortir. Puis j'ai toujours en agroécologie, hein, donc on est avec sa grelinette et puis on aère juste le sol, on le lève juste, on le laboure pas. Puis après on prend la griffe, puis on vient gratter un peu, rendre plus aéré le sol. On fait son semis. Et là j'ai fait un semis d'engrais verts. Donc les engrais verts, ce sont des plantes qui permettent de restructurer un sol ou de l'enrichir. Il y a plein d'engrais verts qu'on utilise selon la nature du sol. Il faudra vous renseigner, parce que je ne vais pas tous vous les faire. C'est des espèces qu'on vient semer selon la saison, la nature du sol, ce qu'on a besoin de réparer ou de restructurer. Donc, par exemple, les graminées vont avoir des réseaux racinaires très très denses, très chevelus, qui vont vraiment décompacter le sol. Là, on a par exemple, il y avait normalement un peu de graminées, mais là on a de la facélie. Donc ça apporte de l'azote dans le sol, et aussi surtout ça va créer beaucoup de matière organique qu'on va venir broyer au moment où les fleurs sortent, malheureusement. On n'en profite pas longtemps et qu'on va laisser se décompacter sur le sol pour l'enrichir et faire de la matière organique assez vite. Il y a par exemple le sorgho, si on veut vraiment créer beaucoup de matière organique, des plantes en fait qui montent très très haut qu'on peut faucher et laisser sur le sol. Donc là, c'est ce que j'ai fait, ce qu'on a fait juste avant de planter les végétaux, pour garantir déjà en fait l'existence d'un sol vivant avant même l'implantation des nouveaux végétaux, et surtout ne pas être tributaire. Moi, je ne veux pas acheter des millions de sacs de terreau, ou alors je fais attention de savoir d'où ils viennent. La guerre en Ukraine a mis ça en lumière. Beaucoup de nos sacs de terreau qu'on va acheter dans les jardineries contiennent de la tourbe ukrainienne. Donc c'est des milieux naturels qu'on vient encore une fois appauvrir, et voilà, dont on pourrait très bien se passer en fait en adoptant d'autres pratiques. À Saint-Nazaire, à Porcé, donc on a un jardin qui se trouve ici en bas à gauche, près de la deuxième plage en partant du bas. Donc on a Saint-Marc à l'ouest et on a Saint-Nazaire à l'est. Là, c'était intéressant parce qu'on avait donc ce jardin, cette maison, en front de mer, donc érosion importante.
Et puis voilà, on avait donc le jardin, il était littéralement, la maison est posée là-dessus. Et c'était génial comme support en fait, même pédagogique, parce que on pouvait juste descendre en fait de la maison, et puis j'ai pu tout de suite en fait montrer aux clients, bah voilà comment est fait un sol, voilà ce qui est en train de se passer, voilà l'intérêt d'un végétal qui va retenir en fait les couches de sol, qui va venir protéger un peu de l'érosion s'il est adapté. Et puis, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui peut pousser sur un sol, du coup, qui est bah ouais, très érodé, c'est ça qu'on dit, érodé. Et quelles sont les espèces les plus adaptées, parce qu'on a des conditions là vraiment extrêmes, de sel, de vent, de chaleur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Il se trouve aussi que ce jardin se trouvait vraiment entre la mer et le bois de Porcé, qui était une chênaie. Enfin, je ne sais plus exactement quel type de chênaie c'était. Mais bon, voilà, il y avait des éléments forts en fait pour vraiment structurer, dessiner le jardin, l'adapter en fait à son sol et à ses conditions. Donc le but, ça a été de ramener la forêt ici. Il y avait de gros problèmes de gestion dans ce jardin. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient tous les mois avec des grosses machines tondre, tailler les haies, mais systématiquement tous les mois. Donc on avait des arbres qui se fragilisaient. Je suis intervenu moi juste après la tempête Alex, parce que bah, du coup avec coup de vent, les arbres s'étaient écrabouillés proche de la maison, et ils voyaient bien que tous leurs arbres étaient en train de dépérir. On avait des chênes absolument spectaculaires, magnifiques, qui tombaient tous malades. Et donc là, même constat, en fait, la gestion qui n'était pas appropriée, le passage d'engins, une tonte systématique, export de tous les rémanents, donc de toutes les branches taillées, de toute l'herbe, tout était expédié en déchetterie. Donc il a fallu recréer un cercle vertueux, apprendre en fait comment fonctionnait un végétal, qu'est-ce qu'il fallait faire pour le maintenir en bonne santé, et apprendre ce qu'était un sol en fait, et un sol vivant en bonne santé. Bon, très très vite, c'est un extrait du diagnostic que j'avais fait pour voilà, pour montrer un peu les éléments forts en fait du paysage, montrer dans quel milieu le jardin s'intégrait, où est-ce qu'il était implanté, qu'est-ce que le sol, quand il va au bout de son cycle et de son mouvement naturel, qu'est-ce qu'il a à donner, quels sont les éléments esthétiques, paysagers forts, comment est-ce qu'on peut en fait l'amener vers là. Voilà, voilà. Et donc, avec un exemple du coup du traitement, donc l'image en bas à droite, l'exemple du traitement en fait qui était fait, qui était laissé, qui était fait, des arbres en fait, c'est-à-dire voilà, un sol complètement à nu, en train de mourir tout simplement, et donc des arbres qui se fragilisaient, en plus voilà, qui suivaient des mouvements qui pouvaient être au niveau de la sécurité pas forcément chouette quoi. Et du coup pour accompagner ça, et je vais terminer là-dessus pour conclure. Dans le cadre du diagnostic, en fait, sensibiliser le client à la notion de plante bio-indicatrice, c'est quelque chose que je fais beaucoup. C'est-à-dire, sur un sol donné, pousse une espèce donnée. Et qu'est-ce que cette espèce, en fait, va nous apprendre du sol, et comment en fait accompagner les mouvements et les cycles en fait de ces espèces pour qu'elles donnent ce qu'elles ont à donner, et fasse entrer en fait le jardin et le sol dans un cercle vertueux. Donc là, il y avait énormément de noisetiers en fait qui poussaient naturellement. Donc voilà, plante bio indicatrice de sol filtrant, asséché. Donc on avait ça. Donc on savait aussi que dans le cadre d'une conception, on allait pouvoir peut-être, voilà, multiplier ça, jouer autour de ça. Et puis au niveau de la strate herbacée, donc de l'oxalis, de la pâquerette, du géranium mou,
même problématique, l'érosion. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, non seulement en fait, incorporer laisser s'incorporer d'autres espèces et surtout ramener au maximum en fait, de la hauteur, de la matière, limiter les endroits sur lesquels en fait, on va marcher, utiliser des machines, compacter le sol, etc. Bon, je passe tout ça, pareil. Là, il y avait quand même dans le sol, au niveau du front de mer, je vais vous montrer ça ici, donc la photo de droite, donc des grands pins, en fait, avec les aiguilles qui tombent sur le sol, qui vont acidifier énormément le sol et bloquer les... Ça va ou... Ouais, ok. Bloquer la transformation des nutriments. Comment faire très vite? La solution, elle tenait pour moi dans cette image-là. Ça, c'est en Lozère. C'est une image que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si les contrastes... Ouais. En fait, au lieu de vouloir s'évertuer à enlever les épines de pin, à vouloir qu'un sol se modifie, faire avec, s'en servir comme charte graphique même en fait, et donc y aller avec la bruyère, avec les ajoncs, avec les genêts, tout un tas en fait d'espèces qui vont pouvoir de façon vertueuse enrichir le sol et permettre à d'autres espèces de s'installer et de venir un peu mettre en valeur en fait ce qui au départ était plutôt un problème pour une personne qui voudrait une pelouse irlandaise sur un front de mer où il y a des pins, quoi. Bon, j'ai pas le temps. Voilà, c'était vous montrer un peu ce que j'avais mis en place en fait comme plan d'action avec les clients, d'y aller mois par mois, d'agir au maximum. Moi, j'aime bien agir entre le mois de septembre et le mois de février, notamment avec ces questions de bouleversement climatique, de laisser aux végétaux le temps de s'installer, de faire leurs racines. Quand je vois là actuellement des mairies qui plantent là maintenant des vivaces, je sais qu'on n'a pas toujours le temps et que c'est des problèmes d'organisation et qu'on ne peut pas toujours s'organiser au mieux. Mais voilà, plus on vient, à mon sens, planter à l'automne et jusqu'au mois de février au max pour les arbres en racines nues, c'est important. Plus on va faire en sorte que les végétaux soient en bonne santé, résistent bien, etc., quoi. Bon, j'avais plein de choses à vous dire, mais on ira boire un coup et puis on en parlera, quoi. Voilà, des composts créés, voilà, Herbignac devant chez le kiné. Voilà, on en parlera si vous voulez. Merci. Merci Kevin. Bonsoir à tous. Donc moi je suis à l'initiative de La Plume et le Sécateur. C'est une c'est une entreprise de paysage de 5 jardiniers paysagistes à Nantes. On est spécialisé dans la fabrique du jardin, avec principalement une clientèle de particuliers, mais aussi donc des jardins de copro, des jardins pour de l'habitat participatif, des jardins expérimentaux. En fait, vraiment tout ce qui va concerner le jardin. On déploie nos projets de A à Z, de la conception, en passant par la mise en œuvre, la création, et puis le suivi en jardinage. Et on applique les 1001 gestes du jardinier. L'idée, c'est plutôt que ce soit le jardinier qui s'adapte au jardin, plutôt que le jardin qui s'adapte au jardinier. Et donc, du coup, on va piocher dans notre boîte à outils parmi ces 1001 gestes. On a un rapport au sol qui est assez varié. On n'a pas de recette particulière. Par contre, en l'occurrence, là, ici, je vais vous présenter... je vais commenter trois créations. Le jardin du Dahu, au rythme des saisons, le jardin Les 6 terrasses et les respirations du béton. Donc le premier, c'est le jardin du Dahu. Vous allez vite comprendre, c'est un tout petit jardin, il est en pente.
Et il se trouve dans un lotissement, on va dire ça comme ça. Et face à cette... donc on a la dalle béton et on a la maison des clients. Ils ont une baie vitrée et elle donnait sur un petit talus comme ça, enherbé. Et l'idée, c'était de venir planter dans ce talus, de libérer un maximum d'espace au sol, puisque le jardin était petit, mais comme le talus n'était pas accessible, on s'est dit, bah tiens, on va faire comme un mur végétal, mais en pleine terre. Je vais vous montrer à chaque fois, pour chacun des jardins, je vais vous montrer les choses, comment elles se sont passées chronologiquement. Donc là, ici, on est venu poser une toile biodégradable au mois de juin 2020 avec Nolan, un collègue. Donc on a simplement posé sur ce talus sans rien faire, sans désherber. On est venu juste appliquer sur ce talus une toile biodégradable. On a laissé travailler la matière en dessous, la vie du sol. Elle est venue dégrader naturellement sans que nous on ait à retourner le sol, sans qu'on ait rien à faire. Parce que en plus de ça, le risque c'était finalement que tout le sol ruisselle en bas. En fait, quand on regarde sous le capot, quelques mois après, en fait, de priver les herbes de lumière, de protéger le sol et de permettre en fait à la microfaune de dégrader, ça a fait le boulot pour nous et on a pu venir planter dans ce talus au mois de novembre. Effectivement, nous aussi, on aime bien planter plutôt en hiver. On est venu planter dans la toile biodégradable, on a fait des trous et on est venu ouvrir le sol, planter. Et là, on est sur la première année, on voit que la toile biodégradable elle continue à jouer son rôle d'empêcher les adventices de venir et de permettre à nos plantes de s'installer. Elle se dégrade lentement, elle a d'ailleurs mis 3 ans à se dégrader. Donc on est en juin 2021. Au début, on était en juin 2020, donc on est 1 an après. Là, on est en juin 2022, donc 2 ans après, et on voit que ça a gonflé. Et comme le fait de ne pas trop travailler le sol, il nous l'a bien rendu. Il a fait qu'on a un massif d'abondance, quoi. Et donc on continue à jardiner. Donc là, c'était cette année en mai. On continue à jardiner et donc on fait le suivi. Il y a un peu de désherbage. La toile a finalement été consommée, mais quand il y a des adventices ou quand il y a des herbes qui s'installent, alors déjà on les supprime pas toutes. Parfois il y en a qui sont intéressantes, qui ont des qualités esthétiques, qui ont les qualités de retenir le sol. Et puis il y en a qui sont pas forcément les plus intéressantes à ce moment-là dans la composition. Donc on les retire, on le désherbe et on repose directement sur le sol en place. Et ça va venir continuer à nourrir le cycle de dégradation de la matière. Donc là, c'est un autre jardin, les 6 terrasses. On a travaillé avec ici le sol à la fois comme matière à projet, comme matériau pour donner des formes en fait à ce jardin. Donc le jardin, on a été mis en relation avec les clients par un architecte, l'architecte de la maison, maison en bois. On voit, on le voit pas, non, justement. À l'origine, cette parcelle-là, elle était quasiment 6 mètres plus bas et elle ressemblait à la parcelle avec le boisement à côté sur lequel on a les ronces et puis la chênaie. Et c'est parfois une volonté des clients de repartir un peu à plat ou en l'occurrence de faire à leur sauce, quoi, on va dire ça comme ça. Ils ont ramené 300 mètres cubes de remblai pour mettre la maison en haut. Donc du coup, ils ont recouvert tout ce sol forestier. Et pas de peau, c'était un terrassier qui a ramené de la terre, de la terre avec plein de cailloux. Donc c'était un sol très sec. En plus, il a terrassé en terrassier, donc il a fait simple. Il a fait
une bosse, et puis après il est redescendu vers l'étang. Et donc du coup il est un peu passé à côté de ce qu'il y avait à voir dans le projet, c'est-à-dire quand même de mettre en relation la maison avec le bassin, avec l'étang qui était en contrebas. Et donc notre intuition, c'était de travailler le sol comme une matière, d'essayer de sculpter en fait la terre, quoi, de recréer un socle qui s'oriente vers le cours d'eau, enfin en tout cas vers l'étang qui est en bas. Et quand on a fait ça, on a à nouveau tout rebouleversé. Donc pour réactiver ce sol, et comme on avait fait ça au mois de mai, on a apporté du compost. On a mis plus ou moins de compost en fonction de ce qu'on avait l'intention de faire par la suite. Les parties qui sont un peu plus claires, c'est les endroits où on avait l'intention de semer du gazon, ou de l'herbe, en tout cas de la pelouse. Et puis les parties qui sont plus brunes, c'est les parties où on avait l'intention de plutôt développer le côté massif, végétation, qui allait avoir besoin d'un peu plus de nourriture, on va dire, pour se développer. Et à la suite de ça, comme j'aime pas laisser les sols à découvert, c'est-à-dire sans couverture, la couverture, il y en a plein du gravier que tu montrais tout à l'heure, c'est une forme de paillage. C'est pas celle que je préfère, mais c'est quand même une forme de paillage. À la paille, le BRF, les engrais verts sont une forme de paillage. Et en fait, ça protège le sol des rayons du soleil, de la chaleur. Ça protège aussi le sol de l'impact des gouttes d'eau. Quand l'eau elle tombe sur un sol, elle tombe en fracas. Et elle détruit une partie de ce qui va se passer en surface et elle fait une croûte. Et donc du coup, on a semé ici des engrais verts. On a semé aussi des courges, des potimarrons, en fait, de 200 graines de potimarron. Du coup, on avait des potimarrons en pagaille. Mais ça nous a au moins permis de couvrir le sol. Et quand on est revenu par la suite, on avait donc c'est en l'occurrence là beaucoup de facélie. La facélie, nous on fauche pas ou peu. En fait, on n'utilise pas forcément l'engrais vert comme les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on fauche pas forcément au moment où il y a des fleurs. On laisse les fleurs faire leur cycle avec toute la faune qui va avec, on les laisse bosser jusqu'au bout. Et quand c'est le moment pour nous de planter, c'est l'hiver. Donc en fait, elles sont déjà cuites et elles se sont couchées et on plante là-dedans et ça fait le paillage. On a réitéré ici la toile biodégradable avec les parties qui étaient les plus proches de la maison. Et puis, on a planté dans la facélie pour les parties les plus éloignées. Il faut dire qu'après, la toile biodégradable, elle a cet intérêt que si les clients n'ont pas le temps, elle fait quand même le job de protéger de la concurrence des spontanés les jeunes plants qu'on a mis. Et elle va se dégrader toute seule, donc c'est quand même mieux qu'une toile en plastoc. Ça, c'est un hôtel à insectes. Voilà. Non, c'est un tronc d'arbre. C'est un tronc d'arbre qu'on a mis en scène. Et en fait, dans la question de qu'est-ce qu'on fait aussi par rapport au sol, est-ce qu'on exporte, il y a souvent cette question-là quand on est jardinier. Est-ce qu'on facture du temps pour aller à la déchette et puis évacuer les déchets verts? Est-ce que, donc, en l'occurrence là, ce tronc d'arbre, est-ce qu'on va à la déchette pour emmener des cailloux plus loin? Cette question de ce qu'on sort du site, elle est quand même assez présente dans notre métier. Et là, c'était l'idée justement de travailler avec, de rien sortir et d'assumer que le fait que ce tronc de bouleau là, qui était blanc, assez décoratif, il a servi à structurer le jardin, en tout cas à faire une bordure, et puis il va naturellement se dégrader, retourner au sol, sans qu'on ait eu à l'exporter, à dépenser de l'énergie pour le sortir.
ça, c'est une photo d'un gazon qu'on a semé au mois de juin et on a eu de la chance, il est reparti. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. Mais on voit la facétie au premier plan. On voit que si j'ai mis cette photo-là parce qu'on a finalement dans ce jardin utilisé très peu de matériaux. C'est à peu près les seuls matériaux qu'on a ramenés, des poutres en bois et un escalier en métal. Et on a réussi à faire un jardin, voilà, juste avec de la terre, des plantes, que des bonnes choses. Et on n'a eu que des bonnes surprises. Il me reste combien de temps? C'est bon. Alors, le troisième jardin s'appelle les respirations du béton. Et justement, parfois, on a des sols qui ne sont pas fertiles. Il faut aussi savoir faire avec. Il faut apprendre à connaître son sol et parfois adapter sa palette végétale. C'est un projet qui se trouve au sud de Nantes. C'est une ancienne ferme et les vaches accédaient en fait à la salle de traite par le bâtiment en pierre qui aujourd'hui a été transformé en maison d'habitation évidemment, mais est restée cette grande dalle de béton. Et le client nous avait demandé est-ce qu'on ne pourrait pas retirer la dalle de béton et utiliser des pavés pour faire des terrasses, des cheminements. Il m'avait dit qu'il aimait beaucoup Gilles Clément et je l'ai eu aussi en tant qu'enseignant. Et l'idée, c'était aussi de faire là un maximum avec, plutôt que de ramener des pavés qui viennent de loin et de refaire des terrasses, refaire des circulations. Je lui ai proposé de se servir du béton qui existait déjà, de suivre les fissures, de dégager ce qui était sain et ce qui était ce qui était friable. Et puis on a, dans ce cas-là, conçu avec le site, et on a extrait des parties de béton, donc à la scie, au marteau-piqueur, à la barre à mine, et on a pu du coup dégager des formes qui permettaient à la fois de circuler, de faire des terrasses et aussi du stationnement. Enfin, en fait, bref, ça permettait de faire le début d'un jardin. Évidemment, tout ce qui a été enlevé, on a rechargé en terre. C'était pas de la terre végétale du site, c'était de la terre végétale qui venait d'ailleurs. Mais ça nous a aussi permis de sonder parce qu'on est sur un massif rocheux et on a pu sonder le sol. Et on s'est rendu compte qu'à des endroits, on n'avait que 20 cm de sol. À des endroits, on n'avait que 70 cm. Et en fait, le caillou était très vite là. Donc en fait, on était contraint et on a dû adapter notre palette végétale. Ici, avec plutôt des plantes qui allaient supporter les sols secs et drainants. Donc ça, c'est le plan de conception. Et finalement, en fait, la conception, elle s'est faite avec le site, avec le terrain, et pas forcément beaucoup en bureau. Ça, c'est un peu notre façon de faire, c'est qu'on conçoit sur le terrain et après on fait la synthèse en bureau d'études, mais ça se fait sur le terrain. Voilà, et donc là, on est quelques temps après. On aperçoit l'escalier qui permet d'accéder à la porte d'entrée, qui arrive sur la dalle béton qui existait. Le stationnement se fait au loin, et puis après, on emprunte ces sortes de grands pas japonais au travers des plantes. On rejoint la terrasse il y a une terrasse, cette partie-là qui a été maintenue en fait, celle qui est devant la maison. Et on a vraiment, pour le coup, travailler avec les fissures du sol et faire respirer le sol. Et du coup, on a l'eau, l'air qui circule et les plantes qui se baladent. Et je vais conclure sur une petite idée qui est assez simple, c'est que travailler un sol ou préparer un sol,
En fait, c'est quasiment ce qu'il y a de plus physique, je dirais, dans notre métier, parce que c'est lourd, on charrie beaucoup de matière, enfin voilà, entre ici, là, rien que le béton, de le sortir, quand on ramène du broyat de bois, c'est souvent par mètre cube, et donc du coup, il faut les charrier à la brouette, faut niveler, voilà, bref. C'est d'abord pour celui qui fait que c'est éprouvant. Et du coup, je voulais en profiter pour remercier bah, tous mes collègues en fait, qui permettent que ces idées, elles se transforment, elles se réalisent, et au quotidien, qui donnent pas mal de leur personne, et sans qui on n'aurait pas de jardin sans jardinier. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions donc, sur ces deux présentations? J'étais très intéressé aussi. Déjà, merci à vous. C'était très, très intéressant. J'étais très intéressé aussi sur la dernière partie où vous avez enlevé certaines plaques de béton. Et je voudrais savoir combien de temps il y a entre la première photo et la dernière photo. Combien de temps s'est passé? À peu près, hein, à la louche. Il y a 1 an. L'arbre inclus? L'arbre inclus. Alors comment on fait pousser un arbre aussi grand en 1 an? Non, c'est un des rares objets qu'on plante aussi grand, un des rares spécimens. On a plutôt tendance à privilégier de planter petit et en quantité. Mais pour certains sujets, pour avoir un résultat un peu plus rapide, on va planter des gros sujets. C'est pas énorme en termes de quantité. Je pense que voilà, ça doit être une dizaine d'arbres par an qu'on plante plus gros. Mais voilà, il y a 1 an. Et ce qui fait aussi que on a peu d'échecs dans nos plantations, et qu'on plante beaucoup, c'est parce que entre ce moment-là où on ouvre, le moment où on met la terre et le BRF, on laisse reposer le sol avec le BRF quasiment pendant 5 mois. Et donc le sol a le temps de retrouver un équilibre. On a des confrères qui prennent pas ce temps-là, ou du moins ils prennent moins ce temps-là de laisser reposer. Et ils ont des maladies et parfois des plantes qui ne redémarrent pas. Ça se compte en dizaines de pourcents. Nous, c'est à peu près 2-3% de pertes qu'on a sur les milliers de plantations qu'on fait. Et je pense que c'est très lié au temps qu'on laisse au sol pour se reposer après l'avoir préparé. Il y a toujours, en gros, c'est toujours au moins 1 année pour développer un projet. Merci. Bonjour. Le BRF, vous le mettez au-dessus ou en dessous du terreau? Le BRF, il doit être recouvert ou pas? Au-dessus? On le met toujours au-dessus. Je voulais préciser aussi, on n'utilise jamais de terreau. Alors vous utilisez quoi? C'est quoi votre potion magique? On utilise la terre qui est en place. Et on prépare notre sol et du coup on ne met pas de terreau. Parce que là, sous le béton, la terre était encore vivante. Sous le béton, la terre n'était pas encore vivante, effectivement. Elle avait été privée de circulation de l'eau, de l'air. Elle était compactée. On a apporté de la terre végétale, ce qui n'est pas le mieux, mais c'était une question qu'on avait avec Kevin. À des moments, on n'a pas trop le choix quand il n'y a pas de sol. Soit on attend effectivement 100 ans pour avoir 1 centimètre de sol et remettre des plantes, soit on réactive, on rapporte de la terre végétale. Et donc là, mais par exemple pour ce projet-là, avec un sol qui était particulièrement séchant,
on n'a pas du tout ces champs caillouteux, on a préparé notre sol, etc. Mais on met jamais de terreau. Le terreau, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça sert juste au système racinaire à pénétrer plus facilement sur les premiers centimètres, là où il y en a. Mais très rapidement, il se retrouve confronté à son propre sol, au sol dans lequel la plante va devoir pousser. Et donc, du coup, si on ne le met pas tout de suite, entre guillemets, à la dure, il ne forcit jamais. Et je vous dis, on plante des milliers de plantes. Hein. Parce que pour moi, le compost, une fois qu'il est terminé, j'appelle ça du terreau, peut-être que je me trompe, mais cette terre très très noire, là, ça me semble être du compost terminé, du terreau, sur votre photo. Oui, tout à fait. Oui, c'est du compost qui a mûri, effectivement. Ce que j'entendais moi par terreau, c'est sac de terreau, vous voyez. D'accord, merci. Il y a juste une petite différence entre un terreau et un compost. Un terreau, normalement, on le prépare à base essentiellement de matière carbonée, donc de matière sèche. Un compost, on y met aussi beaucoup plus de matière azotée en fait pour le lancer. Il y a une petite différence. Et je crois que les temps aussi de compostage du coup sont plus longs pour un terreau. Voilà. Il marche, oui. Oui, on peut vraiment redonner de la vie à n'importe quel sol, même quand on a un sol très sableux. Oui, madame. Et alors, comment ? La vie est moins présente, peut-être. Mais oui, c'est en y mettant les espèces adaptées, tout simplement. Et puis en favorisant des échanges plantes, organismes vivants, sains dans un sol donné. Ce sera moins peut-être actif, plus à la dure quelque part. Mais oui, on peut redonner de la vie à un sol sableux, ouais. Merci pour votre présentation. J'ai une petite question sur les espèces exotiques envahissantes, parce que vous avez parlé de Miscanthus et j'ai vu aussi qu'il y avait du yucca ou des cheveux d'ange. Est-ce que vous les prenez en compte dans votre palette végétale ? Oui, alors le Miscanthus n'est pas une espèce envahissante. Miscanthus, il reste, il va grossir, etc. Oui, en fait, en tout cas, si on prend par exemple le robinier faux acacia, donc qui va avancer comme ça, etc. Moi, j'y vois une super matière, justement à broyer, etc. Faut savoir que c'est aussi un peu une hydre, qu'en général toutes ces espèces sont un peu des hydres, c'est-à-dire on va couper la tête, il y en a 3 qui vont sortir, donc c'est des espèces vraiment très très vigoureuses. Souvent essayer de les enlever, de modifier le sol, d'arracher, etc. Ça va faire qu'empirer la chose. Je pense par exemple à la renouée du Japon. Même si on la coupe, le petit bout posé sur le sol va repartir. Faire avec, en fait, pas faire comme si elle n'existait pas. Et puis, oui, essayer de créer avec. Par exemple, le boudléa, on en parlait avec une amie qui est arboriste. Plante pionnière, il y a beaucoup d'espèces envahissantes qui sont des espèces pionnières. C'est-à-dire que par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les successions écologiques, prendre en compte en fait ces espèces-là dans les successions écologiques. C'est-à-dire qu'elles vont faire leur cycle et au bout d'un moment, le milieu va se transformer. Elles vont disparaître d'elles-mêmes. Donc un boudléa, par exemple, il va agir comme il est au stade à peu près de la ronce, c'est-à-dire qu'en fait il va jouer son rôle aussi lui pour enrichir la terre en fait finalement. Oui, pas essayer de se focaliser dessus. Il y a la jussie aussi sur les étangs.
J'ai une cliente qui avait un étang envahi de Jussie. On a fait avec, en essayant de soustraire toujours au mois de mars avant la floraison, avant que l'eau monte à température, essayer de limiter, favoriser d'autres espèces comme les sagittaires, les choses comme ça. Voilà, pas essayer de se fatiguer en fait. Il y a aussi juste une espèce, moi qui me pose problème, c'est tous les lauriers en fait qui là pour le coup vont complètement boucher des milieux parce que les feuilles sont là tout le temps, ça pousse hyper bien, donc ça va vraiment fermer des forêts, des sous-bois, des broussailles. Là ouais, c'est peut-être la seule espèce, laurier palme, laurier noble, laurier du Portugal que je trouve un peu embêtante parce que elles réduisent quand même considérablement la biodiversité, acidifient les sols. Voilà, c'est bon dans les moules marinières, mais voilà. Merci. Dans les jardins que vous créez, quelle place à la pelouse? Quelle attitude vous avez vis-à-vis de la pelouse, notamment quand elle a tendance à se dégrader? La pelouse, l'herbe, pelouse, le gazon. Oui, le gazon. Le gazon. C'est pareil. Souvent, je préfère favoriser un regard qui irait vers l'acceptation d'un jardin de mousse, par exemple. Chez ma mère, il y a ça. Elle habite à côté d'un golf en plus. C'est marrant. Elle a vraiment dans le fond de son jardin des mousses très très épaisses, très denses, et c'est super en fait de marcher dedans. Ça lui posait un problème au départ, mais au lieu d'aller scarifier, trouver je ne sais quelle méthode en fait pour un rêve, comme je disais tout à l'heure, de gazon irlandais, alors qu'on va plutôt vers un dessèchement. Et bon, on peut peut-être essayer d'adapter notre regard, créer d'autres modèles. Si on a du régras ou des herbes très très fortes qui poussent, tant mieux. Si c'est autre chose, soit on a un sol qui est très compacté et donc où le gazon en fait va s'éclaircir, laisser la terre à nu. Là, on va essayer au maximum de déjà décompacter, aérer, essayer de plus marcher sur ces espaces-là, arrêter de marcher aussi environ du mois d'octobre au mois de mars. Ça, c'est quelque chose que je conseille beaucoup. Plus passer la tondeuse, ne plus marcher sur les sols pendant la saison des pluies. Et puis voir l'évolution. Si un sol s'aère, s'il gagne en fertilité, on aura certainement des nouvelles espèces de graminées qui vont pousser et on pourra approcher d'un résultat type gazon, drue, mais dans ces cas-là, oui, laisser la terre se reposer au maximum et puis faire en sorte qu'elle s'aère et devienne plus poreuse en fait. Après, il y a une distinction aussi qui peut être faite entre le gazon, la pelouse, qui n'est pas tout à fait le même. Le gazon, c'est une graminée en monoculture, elle est toute seule. Et la pelouse, elle contient d'autres espèces de plantes. On peut parler du trèfle notamment, qui capte l'azote dans l'air et qui le libère dans le sol et qui peut permettre aussi aux plantes, aux graminées, d'être en meilleure forme. Alors après, les gazons, en général, ça devient des tapis tout jaunes à partir de juin, juillet dans notre région. Ça risque de s'accentuer et on peut aussi commencer à réfléchir à d'autres solutions, d'autres alternatives. On a fait, pour notre part, 3 jardins cette année, des jardins de famille, donc avec des enfants. Des parents, des enfants, quoi. Et où on a posé la question de est-ce qu'on gardait une tondeuse à la maison. Et ils ont assez facilement été vers ce qu'on leur proposait, c'est-à-dire des plantes qui vont être piétinables. Alors, il ne s'agit pas d'aller faire un foot tous les jours dessus, mais sur lequel on peut marcher et qui vont être rasantes, qu'on n'a pas besoin de tondre, qui vont être persistantes et qui forment autre chose qu'un gazon ou qu'une pelouse, mais qui constituent des surfaces sur lesquelles on peut accéder quand même et
qui par ailleurs vont apporter des qualités esthétiques au jardin. Il ne s'agit pas de remplacer un aplat de gazon par un aplat de lipia, par exemple, pour ne citer qu'elle. La lipia nodiflora, vous pourrez aller voir, c'est une plante qui, quand on met un godet sur 3 godets sur 1 mètre carré, la première année, c'est une plante qui va couvrir l'ensemble de ce mètre carré sans qu'on ait rien eu à faire. C'est une plante résistante à la sécheresse. Et voilà. Après, si elle est toute seule, ça peut paraître un peu tristouille. Donc, faut chercher avec et souvent c'est dans les usages qu'on trouve une partie des réponses. Il y a un bon bouquin qui s'appelle justement Alternative au gazon. Je ne sais plus quel est l'auteur, mais Olivier Philippi. Ouais, voilà, c'est ça. Et mais justement, il y a aussi des photos qui changent un peu la représentation, justement, en fait, du gazon, de la pelouse, etc. Et il y a un chapitre que j'aime bien sur l'acceptation, justement, en fait, du sec, enfin du jaune, en fait, dans les jardins l'été, et quelles associations de couleurs, avec certains arbustes aussi, en fait, comment en faire une palette végétale, puisqu'on sait que de toute façon, notre pelouse va devenir jaune en été, autant en faire un élément esthétique que d'en faire un problème, quoi. Alors, j'avais 2 questions. La première sur le pissenlit, vous avez commencé à en parler. Comment s'en débarrasser, cette plante très envahissante? Et la deuxième, c'est sur la gestion de vos jardins. Est-ce que vous faites en sorte qu'il n'y ait plus d'arrosage ou très peu d'arrosage pour en effet éviter un petit peu le gaspillage de l'eau? Voilà. Je me débarrasse pas du pissenlit déjà. Donc, désolé. non, mais là aussi, je vous conseille, ça coûte un peu cher. Les 3 tomes sont à 60 € le tome des plantes bio-indicatrices de Gérard Dussert, qui explique très bien en fait pourquoi telle plante pousse à tel endroit et donc qu'est-ce qu'il faudrait faire si on veut agir en fait pour que cette plante n'apparaisse plus sur un terrain. Souvent quand on apprend en fait à gérer ces terrains-là, voilà, on sait comment le faire évoluer et donc du coup la plante qui posait problème finit par disparaître d'elle-même. Donc ça peut être intéressant. Je crois que le pissenlit, il y a une question d'apport en fait sur le sol. Donc en diminuant les apports, on va refavoriser les graminées et faire en sorte que le pissenlit disparaisse. Donc les apports fertiles, quoi. Et par rapport à l'arrosage, je réponds pour moi et puis ouais. En général, donc du coup, l'arrosage, ouais, moi j'en fais pratiquement pas. Donc maintenant, j'habite dans les Monts d'Arrée. Il y a eu l'incendie, en centre Finistère. Il y a eu l'incendie l'année dernière et j'ai fait mon jardin dans un de mes champs. J'ai pas arrosé de l'été et tous mes plants ont tenu. Parce que je les ai déjà plantés à partir de fin octobre, début novembre. Et puis j'ai arrêté les plantations fin janvier. J'ai arrosé pour le lancement jusqu'au mois de mai, un truc comme ça. En fait, vaut mieux un très très gros arrosage, vraiment gorger le sol une bonne fois par mois, plutôt que d'en faire plein de petits. Et tout à l'heure, Benjamin parlait d'élever les végétaux à la dure. Ça, c'est vraiment fondamental, de booster au maximum les qualités de résistance, de résilience, de combat, de lutte d'un végétal. Ça, c'est important. De ne pas l'habituer en fait, à avoir de l'eau, à avoir des apports, voilà, le lancer convenablement, mais après le laisser se débrouiller. Et il va lui-même en fait, développer ses qualités de résilience. Voilà. Ouais, l'été, moi les arbustes, si je les plante pas après février, il n'y a pas de raison avec un bon paillage, avec une bonne couche en fait qui permette de garder l'humidité, de garder les nutriments, etc. Pas de raison il va un peu souffrir, il va faire la gueule, il va pas être beau, mais il va résister et il va survivre, quoi. Voilà. Alors nous, concernant l'arrosage, déjà, on essaie d'anticiper, de faire les plantations au bon moment. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut
c'est déconseillé maintenant de planter, on va dire, au mois de mars. On pourra avoir l'intuition que parce que ça y est, c'est le retour des beaux jours, on va planter et la plante va bien se développer. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle va très vite prendre les chaleurs vont arriver, elle n'aura pas eu le temps de faire un racinaire développé. Donc il vaut mieux la planter au mois d'octobre. Elle va continuer à faire son racinaire. Elle va en faire un petit peu avant qu'il fasse froid. Ensuite, il va y avoir sa période de repos. Et puis au printemps, elle va continuer à re-raciner. Donc du coup, elle va explorer des régions du sol, enfin en tout cas un volume de sol plus important, et elle va pouvoir mieux aller capter l'eau. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est si on prépare bien son sol, qu'il est équilibré, et ben il va, ce que tu expliquais tout à l'heure, mieux retenir l'eau, et donc du coup limiter le nombre d'arrosages. Et puis par contre, sur la première année, moi je pense qu'on ne peut pas y couper. C'est-à-dire, vous ne demandez pas à votre enfant d'être autonome à 1 an, quoi. C'est un peu pareil pour les plantes. Il faut les accompagner, il y a un élan de vie, il y a une dynamique, il ne faut pas la casser. La première année, moi j'ai envie de dire, il faut arroser. Il faut arroser, même si il faut trouver des solutions pour arroser, prendre l'eau de ses légumes, l'eau de sa douche, j'en sais rien, mais il faut arroser quoi qu'il arrive. Parce que cette plante que vous avez plantée, elle a certainement été élevée en pépinière. En pépinière, il a fallu y mettre du substrat, faire un pot en plastoc, mettre de l'eau, de l'énergie, et elle a déjà consommé une partie des ressources. Et donc du coup, casser cet élan, c'est un peu nier toutes les ressources qu'elle a consommées avant. Et donc du coup, il vaut mieux arroser. Ça, c'est valable la première année. Après, une fois qu'on a mis en place cet élan, une fois qu'elle est installée, la deuxième année, vous allez pratiquement plus avoir à arroser. Et puis après, on n'arrose plus. Voilà. Et puis, par rapport au pissenlit, ça dépend où il se trouve. S'il est dans votre massif, je pense qu'il peut y rester, c'est pas bien grave. S'il est au milieu de votre pelouse, c'est là où, moi, je pense qu'on peut le retirer. Mais par contre, la nature n'aime pas le vide. Et si vous ne remettez pas du gazon à la place du trou que vous avez fait, il y aura certainement un pissenlit qui reviendra là. Il revient souvent, le pissenlit. Non, mais pour avoir, en fait, un gazon, c'est très difficile. C'est maintenir un état artificiel de nature. C'est comme un champ de. Il faut imaginer que c'est un champ de maïs tout petit. Pour avoir un champ de maïs, il faut avoir mis des graines de maïs. C'est un peu pareil là pour le gazon. Pour avoir du gazon, pour que vous ayez ce tapis vert, il faut remettre de la graine de gazon régulièrement et il faut maintenir artificiellement. C'est pour ça qu'on a tendance à dire privilégions la pelouse avec les trèfles et les pissenlits. Mais après, tout dépend de l'énergie, du temps que vous voulez y passer et de votre niveau d'exigence. Mais peut-être que vous fatiguerez moins à lire les bouquins que conseille Kevin qu'à lutter chaque printemps contre les pissenlits. Et juste un petit, ça me permet de parler en fait de l'approvisionnement en végétaux. Ça vient de là aussi puisque en fait quand je plante perso des arbustes, c'est ils ont ou le label végétal local, ou en tout cas en fait c'est des plants élevés en racines nues, vraiment plantés tout petits, et l'indigène c'est souvent en fait issu aussi de récoltes forestières, de semi-forestiers. Du coup c'est différent, et c'est vrai, de plants en fait qui sont en conteneurs, en fait en pépinière, qui ont eu du coup des apports, etc., et dont les racines en fait vont tourner et qui ont besoin d'un temps d'adaptation plus long, en fait, déjà ne serait-ce que s'arrêter de tourner comme ça. Et donc voilà, du coup c'est voilà, en l'occurrence par exemple des espèces comme je sais pas un pommier sauvage, ou voilà que j'ai pu planter n'ont pas eu besoin, ou des aubépines ou des choses comme ça n'ont pas eu besoin en fait d'arrosage. Mais oui, des plantes plus horticoles, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Voilà, élevées en pépinière, en tout cas, oui, certainement besoin plus de soins. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de continuer à échanger avec nos intervenants autour d'un verre. Je vous remercie pour toutes ces questions. Le prochain rendez-vous qui aura lieu en septembre est déjà en ligne sur notre site internet, donc vous pouvez déjà vous inscrire.